En quoi consiste le métier d'UX UI designer? Comment les designers collaborent avec les développeurs? Quels sont leurs outils et le conseil que vous pouvez obtenir d'une personne qui a changé de vie et qui est devenue aujourd'hui UX UI designeuse? C'est l'aventure qu'a décidé de suivre Anaëlle après un parcours brillant en marketing et communication. Elle a transité vers le métier d'UX UI designer et elle va nous en parler dans cette interview. Je vous en dis pas plus, je vous laisse regarder l'interview et puis on se retrouve juste après. C'est parti! Bonjour Anaëlle et merci de me rejoindre dans cette interview. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à partager, notamment aux personnes qui se demandent ce que veut dire UX, UI, savoir si c'est une insulte ou la nouvelle technologie artificielle à la mode qui va sortir ou peut-être une crypto-monnaie. Donc on va démystifier un petit peu tout ça. Et pour commencer, est-ce que tu peux en fait te présenter en quelques mots, s'il te plaît? Alors bonjour Nicolas. Donc non, je vais parler du XUI, mais c'est pas une NFT, hein, promis, ni de la métaverse, ça n'a aucun rapport. Du coup, je suis Anaëlle Huette. Actuellement, je suis UX UI designer junior chez Zenica. J'ai un parcours un petit peu particulier dont je vais parler. J'ai une anecdote pour commencer ma présentation qui est assez drôle. C'est mon père qui m'a suggéré de la dire parce qu'il trouve ça marrant aussi. Quand j'étais petite, j'avais tendance à ouvrir le frigo, à prendre un produit. Alors généralement, c'était le camembert. Je me demande pas pourquoi, probablement une passion. En fait, à vendre ce produit, à faire une espèce de pub autour, etc., à le décrire. Donc mes parents s'étaient dit, bon, ok, on va voir comment elle grandit, mais ça risque d'être soit actrice, soit vendeuse de camembert, ou alors peut-être du marketing. Tu vois un peu le genre. Et du coup, en grandissant, j'avais pour idée à la base de faire un projet entrepreneurial. Je suis partie faire un DUT en gestion des entreprises et administration. C'était 3 ans, alors 3 ans parce que j'ai redoublé ma première année, 3 ans passionnants à découvrir la finance, la fiscalité. Non, je rigole, c'était horrible. J'ai passé un très mauvais moment. Mais en fait, à l'issue de ces 3 ans, j'ai commencé à me découvrir une passion pour tout ce qui était marketing et communication. Donc finalement, on rallie les wagons avec l'histoire du camembert. Et du coup, je me suis dit, bon, ok, marketing et la communication, ça m'intéresse quand même beaucoup. Il y a des pans très intéressants dans ce métier. Et du coup, j'ai décidé de partir en licence, mais en alternance. En fait, j'avais vraiment déjà cette volonté. J'avais déjà travaillé à côté, de lier mon côté pro à, mettre un peu moins de théorique et être dans le pro un petit peu plus. Donc, j'ai commencé mon alternance en licence. Et c'est une bonne recommandation que je pourrais faire aussi pour la personne, c'est maximiser l'alternance. Parce que du coup, on quitte vraiment ce monde uniquement dans la théorie et on se plonge vraiment dans le côté pro. Donc, c'est super intéressant. Et donc, du coup, j'ai commencé mes 3 ans d'alternance chez Zenica, au service marketing et communication. Pendant mon Master 1, qui était à Sup de Pub, j'ai rencontré un prof qui a commencé à me parler du UX/UI. Et en fait, il avait fait plein d'ateliers pour nous faire découvrir tout ça, des ateliers super intéressants. Donc lui, pour l'histoire, il est justement maintenant directeur de Monsieur T-shirt, en fait. C'est un site internet, je ne sais pas si tu connais. D'accord. Et donc du coup, il avait vraiment à cœur de partager avec les nouvelles générations tout ce qui était UX/UI. Et il nous avait fait, par exemple, l'atelier le plus marquant, il nous avait donné un magazine, il nous avait dit, vous allez construire le persona autour de cette personne, c'est-à-dire l'acheteur type de ce magazine-là. Vous allez vous faire une liste de questions, vous allez dans la rue et vous essayez de trouver une personne qui réponde à ce persona. Et moi, j'étais tombée, je crois que c'était sur chasse, pêche et tradition, quelque chose Ah comme oui, ça. d'accord. Donc, je m'étais fait un persona, tu sais, vraiment construit comme ça. Et en fait, en allant poser des questions dans la rue, on se rend compte qu'en fait, les personnes qu'on pensait qui répondraient à ce persona-là ne répondaient pas du tout à nos questions correctement, quoi. Et du coup, on s'est dit, en fait, on se construit toujours des a priori et des choses sur les gens, alors qu'en réalité, c'est faux. Et lui, le mécanisme qu'il voulait nous expliquer, c'était de dire, l'UX/UI, en fait, déconstruit ces modèles-là. On déconstruit tout ce qu'on pense connaître, parce qu'on pense connaître notre utilisateur, mais en réalité, on ne le connaît pas.
Voilà. Ok. Et, Euh, et du coup, alors je pense qu'on reviendra sur cet exemple-là parce que c'est assez parlant. Tu vois, par exemple, on va faire l'exercice. Moi, quand tu m'en as parlé, j'ai eu une image, tu vois, d'une personne, un homme, 60 ans, avec un béret un peu vieillissant, si tu veux, et qu'en fait, il y a peut-être simplement des jeunes de 30 ans qui l'achètent parce qu'ils sont passionnés de pêche, en fait. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Et on était tombé, par exemple, j'avais des personnes dans ma classe qui étaient tombées sur Star 2, tu sais, un vieux magazine un peu pop Oula. qui parle de stars, etc. Et elles avaient interrogé une ado dans la rue et qui avait dit: Ah non, mais moi, c'est pas du tout mon style de lecture, je vais être développeuse plus tard. Ah ouais. Et là, elles avaient été là. Ah ouais, ok. Donc en fait, elle s'était construit un stéréotype en se disant elle est ado, donc forcément elle lit ce genre de magazine, mais pas du tout. Elle était sur Open Classroom tous les soirs en train de coder des lignes, quoi. Et du coup, donc tu as commencé finalement après une expérience en marketing communication. Qu'est-ce qui fait que tu as passé, que tu es devenu finalement, tu es rentré dans la branche UX UI? Alors peut-être qu'on peut détailler, parce qu'on n'a pas encore détaillé UX UI. Tu peux nous donner la définition? Alors UX, c'est expérience utilisateur, user experience pour les plus bilingues. User experience, c'est vraiment se mettre à la place de la personne et construire en fait, on va dire, toute une application ou tout un site. Pas que, ça peut être aussi des meubles, ça peut. Enfin, en tout cas, c'est de se rentrer dans la tête de l'utilisateur, se mettre à sa place et construire quelque chose qui va lui correspondre, en gros. D'accord. Voilà. Lui, donc là, c'est plutôt user interface, encore une fois pour les plus bilingues, et qui a pour objectif d'habiller en fait toute l'UX. L'UX, en fait, à la base, je pourrais te partager, mais c'est des wireframes, on appelle ça. C'est-à-dire Mhm. que je construis ma page sans l'habiller esthétiquement. Je dis juste, par exemple, le logo va se trouver à cet endroit-là, le bouton à cet endroit-là, en fonction du coup des recherches que j'ai faites sur mon utilisateur au préalable. Et ensuite, lui va habiller les maquettes UX. C'est-à-dire dire, alors, je sais qu'en fonction de mon utilisateur ou en fonction des recherches que j'ai pu faire, eh ben, la couleur la plus cohérente, c'est, je sais pas, je vais dire une bêtise, le violet. Donc, du coup, je vais utiliser du violet. Et voilà, en fait, tout le mécanisme qui est mis en place entre l'UX et l'UI. Bravo, merci. Et est-ce que quand on parle d'ergonomie, finalement, c'est une partie de l'UX seulement? Alors, l'ergonomie, le fait d'avoir des designs épurés, clairs et lisibles, c'est plus la partie de l'UX. Après, lui, D'accord. évidemment, il va avoir tout intérêt à rendre aussi les choses lisibles, etc. Donc, ils vont souvent travailler de pair, ou souvent, ça va être la même personne qui fait les deux, ce qui arrive aussi. Mais voilà, en fait, les deux sont en concordance pour, on va dire, s'aligner aussi sur les objectifs de l'entreprise et rendre ça, comme tu dis, plus lisible, plus épuré, plus cohérent, etc. Et du coup, c'est ton expérience avec ce professeur qui t'a donné envie de changer de cap chez Zenica? Comment ça s'est Alors, passé? justement, c'est vrai que je suis partie du coup un petit peu, un petit peu ailleurs, j'ai tergiversé. En fait, à la suite du coup de ce cours-là, je me suis dit: «OK, j'aime bien le marketing, je trouve ça vraiment intéressant, mais en fait, je vois aussi ma valeur ajoutée dans le changement un petit peu du monde ou des mœurs qu'on peut avoir actuellement». C'est-à-dire qu'on a tous ouvert un jour des pages web en se disant: «Oh là 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 là, Oui. c'est quoi cette catastrophe?» Et je me suis dit: «J'ai aussi envie de participer à ça». Donc du coup, j'ai commencé de mon côté à faire des petites pages internet. Par exemple, dans mon portfolio, je me suis occupée de la page internet de ma maman, qui est naturopathe et qui avait besoin d'aide, qui avait aucune compétence sur le web. Et du coup, bah, j'ai commencé à utiliser un peu mon métier de marketeuse, un peu mes connaissances en UX du coup, et à développer son site internet. Donc voilà. Et du coup, de fil en aiguille, j'ai fait un master 2 en UX management et design thinking. Donc Mhm. pour apprendre tout ce qui est l'animation aussi d'atelier, pour en apprendre aussi un petit peu plus sur le métier du UX, etc. Donc j'ai approfondi de ce côté-là. Et ensuite, bah, j'ai commencé à assister à des conférences, à lire des livres, à papoter un petit peu à droite à gauche avec des UX UI qui travaillaient chez Zenica, et à me dire, OK, quand j'ai fini mon master 2, je me suis dit, OK, bon, je vais continuer un petit peu en marketing, mais je pense que ça ne durera pas bien longtemps. J'étais aussi dans la crise du Covid, donc forcément, je choisissais la stabilité d'un métier, évidemment. Et Mhm. je me suis dit, dès que je vais pouvoir, je veux me donner cette impulsion de pouvoir aller en UX UI. Et du coup, voilà. Donc, depuis février 2022, je suis officiellement UX UI designer.
Et donc, junior, ça veut dire que tu es intégré dans une équipe où tu as des personnes sur lesquelles tu peux t'appuyer en cas de besoin, en cas d'expertise, en cas de retour d'expérience? Alors en fait, junior, c'est vraiment, je pense que c'est un petit peu pareil pour les devs, c'est-à-dire que c'est en fonction de mon nombre d'années d'expérience. Mhm, Donc pour l'instant, moi, toutes mes expériences, elles sont un petit peu, comme je disais, soit c'est du freelance, soit c'est des petites missions à droite, à gauche, etc. mhm. Donc pour l'instant, je suis junior parce que, en effet, je pourrais dépendre d'un senior dans une équipe. Après, ça peut arriver, ça c'est en fonction de l'entreprise, en fonction du budget, en fonction de la mission, c'est tellement varié. Ça peut m'arriver d'être toute seule dans une équipe de façon indépendante et de devoir gérer un projet toute seule. Voilà. Ouais, bah écoute, C'est un peu plus hardcore comme façon de commencer, c'est mais formateur. c'est formateur. Moi, j'aime bien aussi parce que c'est l'occasion aussi de se mettre un petit peu en danger, c'est sûr, sortie de zone de confort, mais c'est super intéressant aussi. Donc, voilà. Alors, je vais rebondir sur un truc que tu as dit qui est vraiment aussi super intéressant. C'est souvent quand il y a. Alors, il y a deux types de développeurs. Il y a le bon développeur et le mauvais développeur. C'est un peu comme dans JS et Pêche. Il y a, en fait, il y a le J'aime bien développeur. la comparaison. Il y a, non, en gros, tu vas avoir, je grossis le trait, mais des développeurs qui sont hermétiques à l'interface utilisateur parce qu'ils vont mettre 3 jours à dessiner un trait, une courbe sous Paint, parce que bon, c'est pas forcément le meilleur outil. Et puis, tu as ceux qui sont beaucoup plus sensibilisés ou sensibles au visuel et qui voient le côté créatif. Alors, en fait, le côté créatif, il est autant dans le code que dans le visuel. Et du coup, ils ont souvent des appétences et des compétences pour essayer de faire des choses jolies. Et ils font des choses. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils essayent de plaire aux clients, mais il leur manque des cordes à leur arc. Et tu en parlais en parlant d'animer des ateliers. Alors, tu vas me dire si je me trompe, mais il y a le côté où on va proposer quelque chose au client et on veut lui plaire et on va faire de notre mieux avec nos compétences. Et en fait, il y aura toute une démarche en amont de faire parler le client pour le comprendre au mieux et intégrer ses retours et faire matcher les deux, c'est ça? En fait, ça dépend vraiment de la vision sur laquelle tu te positionnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui voient vraiment client-centric, j'ai envie de dire. Mais ça, c'est plus une vision un peu old school pour moi. D'accord? Maintenant, on est plus sur de l'user experience et comment dire, l'expérience centrique, on va dire. En fait, c'est vrai que souvent, j'ai envie de faire un peu une rétro, mais de 2000 à 2010, nos pages Internet, c'était du HTML tout simple. Il n'y avait pas du X, il n'y avait pas du Y. Mmh. C'était des devs qui codaient quelque chose pour avoir une visibilité sur le net. Ensuite, ça a plus pris, OK, j'ai une page internet, c'est pour vendre. Et maintenant, depuis quelques années, alors après, j'ai peur de dire des bêtises en termes de chronologie, mais je dirais 5 ou 6 ans, on est plus en train de se dire, il faut qu'on développe vraiment une expérience pour l'utilisateur, si tu Mmh. veux. Et c'est vrai que les devs ont, du coup, comment dire, il y en a qui sont totalement hermétiques, mais en tant qu'UX/UI, l'intérêt aussi, c'est de pouvoir travailler avec des devs en amont dans le projet pour Mmh. pouvoir comprendre les contraintes, les difficultés face auxquelles on va se retrouver aussi. Moi, j'ai pas envie de faire mes choses dans mon petit coin. C'est pas du tout l'objectif d'un UX/UI. J'ai envie d'avoir des réunions avec mes prochains utilisateurs, la Mmh. direction, parce que la direction aussi, ils ont des objectifs, et également des développeurs et des personnes qui sont dans la technique qui vont derrière développer mon projet. Parce que si je le fais tout de mon côté, je vais me retrouver face à des sacrés soucis à la fin. C'est-à-dire que mon utilisateur, finalement, je ne vais pas répondre à ses besoins. Mon client, pareil, je ne vais pas répondre à ses besoins. Et mon dev, il va me dire, ah, t'es bien mignonne, mais en fait, ta maquette, moi, je suis incapable de la réaliser. Ou alors, il y a des grosses incohérences côté tech, etc. Donc, en fait, l'objectif d'un UX/UI, c'est un petit peu de prendre toutes ces personnes-là, de comprendre les besoins et de mélanger tout ça. Et en plus, du coup, c'est pour ça que je parlais d'ateliers. Les ateliers vont servir à ça, ils vont servir à faire un lien entre ces trois personnes-là. Et après, de pouvoir faire des tests également, ce qui est essentiel à notre travail, avec toutes ces personnes-là. Mais en fait, peut-être que je ne sais pas si c'est clair ce que je raconte. Mais... Si, 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 si. En fait, l'objectif, c'est de les amener en amont. C'est-à-dire qu'en amont, j'amène ces trois personnes-là, ces trois profils-là, et je les fais grandir dans mon projet. Comme ça, quand on arrive à la fin du projet, il n'y a pas de mauvaise surprise, il n'y a pas de problème de budget ou de temps, etc. Tout le monde était au courant de comment le projet a grandi. Et du coup, on rallie ces trois-là. Voilà. Eh ben, j'ai envie de dire waouh. Ça, Si c'est dans le meilleur des mondes.
Oui, ah bah, c'est peu importe les métiers, il y a toujours des aléas. Il y a toujours le client aussi qui change son projet à la fin en disant: «C'est pas du tout ça» et Mmh mh. mais ça, il y a c'est la conduite du changement aussi des fois. Mais Et en fait, l'intérêt aussi de l'amener du coup dès le début, c'est que bien sûr. généralement, il va s'impliquer un peu plus dans le projet. Bon, des fois, c'est pas toujours évident, mais il va s'impliquer un peu plus dans le projet et du coup, il va se dire: «Ah ouais, il y a peut-être ça que je vais modifier», mais il va peut-être pas le faire à la fin forcément du projet, quoi. Du coup, Mmh. ça fait, gagner un petit peu de temps. Bien sûr, c'est du temps bien investi, ouais. Et écoute, ça a l'air passionnant. Je me mets à la place de quelqu'un, qui veut faire ton métier aujourd'hui. Quels seraient les quelques conseils que tu peux lui donner, pour démarrer du bon pied en tant que designer en UX UI? Bon, je suis encore un petit bébé, hein, donc voilà, mais et pour l'histoire, c'est assez marrant. Mon grand-père, par exemple, j'ai essayé de lui expliquer mon métier, et mon grand-père dit que je suis web designeuse. Ah oui, d'accord. Oui, j'ai pas eu la patience de lui apprendre vraiment la partie UX parce que c'était un peu long, donc du coup, je lui ai dit: «Je travaille sur le web» et il m'a dit: «Ah donc tu es web designer». J'ai dit: «OK, c'est peut-être le maximum que j'obtiendrai, donc on va rester là-dessus». Mais Mmh mh. mais du coup, le conseil que je pourrais donner, moi, c'est surtout de se dire que de toute façon, on ne sait pas tout. Ouais. Donc du coup, on va continuer de grandir petit à petit, en discutant avec les autres, en ayant des expériences. Donc je dirais pour quelqu'un qui débute, c'est de tenter un petit peu à droite à gauche, de se faire ses propres armes. Moi, par exemple, j'ouvrais la suite Photoshop ou même Adobe XD. Je savais pas m'en servir. Bah, j'allais voir des tutos sur YouTube, j'ouvrais des livres. Si vraiment j'étais en galère, je posais des questions à des gens qui savaient. Mmh mh. Mais l'objectif, c'était de me dire: «Bon, bah, j'ai cette image, OK, j'ai envie de faire des retouches dessus» ou alors j'ai ce wireframe, j'ai envie de faire des motifs dessus et cetera. Bah, allez, j'apprends, je clique partout, en fait, l'objectif, c'est vraiment d'être indépendant et un peu autodidacte aussi. Parce qu'il y a tellement d'outils à utiliser que du coup, il va falloir à un moment mettre les mains dans le cambouis et Ouais. essayer de se débrouiller un petit peu. Après, il y a beaucoup de bouquins qui m'ont aidée. Je pourrais, si tu veux, mettre, une bibliographie, en dessous, que Ouais, bien m'avaient, sûr. conseillé pas mal de designers, qui vont t'expliquer justement, un petit peu toute la méthodologie. Donc il y en a un gros pavé sur la méthodologie, toutes les difficultés que tu vas pouvoir rencontrer aussi chez un client ou, face à des utilisateurs et du coup, tout ça, ça m'a aidé bout à bout. J'ai lu pas mal de bouquins, pour comprendre justement tout le métier du UX/UI et comprendre tout ce à quoi je pouvais me confronter. Eh ben, je te propose, alors pour tout le monde qui regarde la vidéo, je vais mettre le lien juste en dessous de cette vidéo où vous allez pouvoir, bah, retrouver l'article. Et dans l'article, bah, on mettra les références ici et puis je pense aussi, ce qui peut être intéressant, c'est les outils que tu utilises le plus au quotidien. Ça, c'est top. Sacré panorama, hein. N'ayez pas peur de la suite Adobe, hein. N'ayez pas peur d'elle, mais ça va bien se passer, je vous jure, ça va bien se moi, au début, j'avais cette crainte à chaque ouverture d'outil de me dire: «Oh là 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 là, je vais pas y arriver, ça va être compliqué et tout» et en fait, il y a tellement maintenant de tutos sur YouTube et cetera, en fait, il faut juste foncer, quoi. Et est-ce que tu penses que c'est une corde de plus à ton arc si tu connais un petit peu les basiques en développement logiciel ou pas du tout? Ça dépend, c'est vrai que, par exemple, j'ai déjà dû faire des pages sur Wix ou sur WordPress, et du coup, avoir des connaissances en HTML et CSS, ça m'a été utile, parce que, par exemple, ton titre, il est pas en gras et tu as envie de le mettre en gras, bah, faut bien les rentrer dans les balises, il y a pas trop le choix. Après, j'avais eu des petits cours, quand j'étais en licence et en master 1, j'ai eu quelques cours aussi, de développement. Je dirais que c'est du basique, basique, en fait. C'est juste comprendre un petit peu comment se structure un code et savoir le lire. Mais, faut pas, enfin, je rentre jamais vraiment enfin, moi personnellement en tout cas, je rentre jamais vraiment dans le détail, du code. Mais avoir des connaissances, ça peut être utile en effet. Et est-ce que ta vision a changé sur, le métier de développeur quand tu as commencé à travailler avec eux? Parce qu'on a peut-être des a priori sur les personas. Est-ce qu'on a des a priori sur les développeurs et les développeuses? Alors moi, c'est un peu facile parce que, comme ça fait 4 ans et demi que je suis chez Zenica, les Eh oui. développeurs, je les connais bien, Mmh. et j'ai appris, à, comment dire? À vivre avec eux, on va dire. On dirait qu'on est dans une jungle, mais pas du tout. Et non, en fait, les développeurs sont des gens normaux, qui travaillent normalement et tout va bien. Ils sont juste un peu plus fun et ils ont un univers un peu plus particulier aussi. Enfin, généralement, ils ont un peu leur univers aussi.
mais c'est quand même des gens qui sont comment dire, vachement inclusifs et qui n'ont pas peur de partager leur métier. Et moi, j'ai toujours pris beaucoup, beaucoup de plaisir à travailler avec des développeurs. Franchement, jamais eu de souci. Alors oui, il y en a certains qui, au début, sont un peu récalcitrants, mais franchement, j'ai jamais eu de grosses difficultés avec eux. Au contraire, le dialogue, hein, toujours, la communication. Bah, écoute, sur ces mots, et je te dis, merci pour le temps qu'on a passé ensemble. Je pense que ça va apporter, une nouvelle lumière, sur ce métier-là et aussi aux développeurs et développeuses, qui vont travailler avec des gens comme toi. Je pense qu'ils vont se précipiter pour essayer de mettre en place des projets, pourquoi pas avec toi. D'ailleurs, si vous voulez retrouver en fait si vous voulez la contacter, je mets aussi les liens en dessous en description. Vous avez vu dans la vidéo, j'ai mis aussi quelques images, c'est le portfolio, son portefeuille. Tu as peut-être un petit conseil à donner sur ton portefeuille? Alors les conseils, c'est c'est ce que je te disais au début de la vidéo, ne le faites pas, quand on vous le demande à la fin, faites-le au fur et à mesure. À chaque fois que vous avez des projets, faites-vous des petites pochettes où vous rangez tous vos projets. Comme ça, quand vous ferez votre portfolio, vous aurez juste à tout mettre. Je l'ai fait un petit peu tardivement et j'ai un peu galéré. Mais maintenant, Bon, ça va, je suis contente du résultat, mais j'ai un peu galéré. eh ben, écoute, je te remercie beaucoup et puis, eh ben, je te dis à bientôt Anaël et À puis bientôt, Nico. et voilà, merci beaucoup Anaël pour ce moment passé ensemble qui est riche d'expérience et qui pourra, je pense, aider beaucoup de monde et en tout cas se faire une idée plus claire du métier du UX UI designer et de la relation qu'il peut y avoir justement avec les développeurs. Si justement vous voulez aller plus loin dans le métier de développeur, c'est-à-dire pourquoi pas le découvrir, vous pouvez accéder dès maintenant à ma formation gratuite sur le premier pilier de la programmation où vous allez apprendre l'algorithmique de façon simple et ludique grâce à la recette des lasagnes à la bolognaise et une boîte à œufs. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous pouvez également télécharger gratuitement, juste en dessous, je vous mets les liens, le guide d'un ami pour démarrer une carrière de développeur en 6 étapes où je rassemble avec amour et humour 20 ans d'expérience pour vous faire découvrir le métier de développeur informatique. Je vous retrouve bientôt dans une vidéo ou dans un nouvel article sur le blog de coder pour changer de vie.com. À bientôt. Ciao, ciao.